Bonjour à toutes et à tous. Je suis Yassine Zakaria de SmartView. Je me présenterai brièvement tout à l'heure. Et je vais essayer de vous parler aujourd'hui d'un sujet un peu particulier, un sujet qui fâche généralement. C'est ce qu'on appelle l'agile washing. Alors, je vais essayer d'être prudent parce qu'il y a pas mal de gens que je connais dans la salle. Mais il y a un petit slide pour vous un petit peu plus tard. Alors, mon rôle, c'est, je suis coach agile, formateur et coach agile, donc je passe mon temps à prêcher la bonne parole agile un peu partout, dans les organisations, les équipes, avec plus ou moins de succès. Je vais en parler d'ailleurs. Et mon objectif premier, c'est pas l'agile. Ce matin, la keynote, ça tombe bien parce que j'avais croisé les orateurs hier au dîner orateur. Et ils disaient, on ne va pas parler d'agile. Bon, j'ai compté, ils ont quand même pas mal parlé d'agile. Mais c'est de bonne guerre. Et mon objectif, en fait, ce n'est pas l'agile pour l'agile. Comme ils l'ont dit, l'agile, c'est un moyen, un outil. Plus tard, ça devient une culture qu'on va mettre en œuvre pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc, pas de prise de tête. Et mon objectif, ce n'est pas de devenir full agile. D'ailleurs, full agile, ça n'a strictement aucun sens. Je remercie les sponsors. Je n'ai pas mis tous les logos parce que j'avais peur d'en oublier, n'est-ce pas? Et je vais d'abord vous poser une petite question. Est-ce que déjà vous savez ce que c'est que l'agile washing? Qui sait ce que c'est que l'agile washing? Levez la main, s'il vous plaît. Aïe, bon, d'accord. Ah ben alors, on va faire un petit jeu ensemble. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas danser. Il n'y a pas Marjorie dans le coin. Alors, je vais commencer à énumérer un certain nombre de choses. Dès que vous pensez que vous ne faites pas ce que je dis, enfin, dans votre organisation, je veux dire, vous vous asseyez. D'accord ? Alors, dans votre organisation, la vision stratégique d'entreprise est claire pour tout le monde. Elle est claire pour la direction, elle est claire pour le management, le middle management, les équipes. Ça va? Si tout le monde s'assoit, je m'en vais. Cette vision stratégique est priorisée. Donc on connaît les priorités, on n'est pas tout azimut sur tout ce qui bouge dans l'entreprise. On a des équipes cross-fonctionnelles. L'équipe cross-fonctionnelle, c'est une équipe qui est autonome sur son produit. Elle gère tout, elle a quasiment toutes les compétences, sauf... aïe, aïe, aïe. Ces équipes livrent de façon itérative. OK. Ces équipes, bien entendu, se synchronisent et obtiennent du feedback de leurs clients, internes ou externes. Lors de review, par exemple. Je sens qu'il n'y a que le caméraman qui va rester debout. Et pour finir, ces équipes sont dans une démarche d'amélioration continue, c'est-à-dire, ils ne sont pas parfaits, comme tout le monde, et de temps en temps, il y a des difficultés, des écueils. Ils sont armés, autonomes pour les identifier, les solutionner et s'améliorer. Ouf, je ne m'attendais pas à ça, au fait. Merci ceux qui sont restés debout, vous me donnerez vos cartes de visite après. Très bien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai plein de gens que je connais dans la salle. Donc, je vous laisse apprécier. Donc, c'est purement une fiction ce que je vais raconter. Donc, si vous vous reconnaissez dans un fait ou un autre, comme c'est marqué, c'est une pure coïncidence. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que l'agile washing? L'agile washing, c'est tout simplement
le fait de donner un coup de peinture sur une façade, la façade est abîmée, vous donnez un petit coup de peinture, ça fait joli. Dans certains cercles, on appelle ça la cosmétique. C'est-à-dire, il n'y a pas de base ou de fondamentaux agiles, mais on a fait semblant. Par exemple, de temps en temps, on voit dans des organisations, les mots agiles fusent partout, dans les couloirs, dans les réunions. À une époque, ça donnait une certaine valeur à un propos. Malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu péjoratif. J'y reviendrai. Et donc, tout simplement, on a cette façade qui est peinte, mais quand on creuse un petit peu, il n'y a pas grand-chose. Et là aussi, peut-être que certains d'entre vous vont s'y reconnaître. Alors, comment ça se traduit ? Tout simplement, on déroule quasiment tous les rituels possibles et imaginables, mais malheureusement sans sens, sans compréhension, et bizarrement, sans résultat. Je vous donne un petit exemple relativement simple. Vous avez certainement dans vos équipes des personnes qui font des daily. Figurez-vous que le daily, c'est la réunion la plus courte de l'agile, mais bizarrement, c'est celle qui présente le plus de gaspillage. C'est 15 minutes tous les jours, si vous arrivez à tenir en 15 minutes, mais c'est 15 minutes multipliées par le nombre de personnes qui y participent, et on se rend compte que ce daily, le plus souvent est creux. C'est juste, on tourne en rond, chacun va parler d'un sujet bizarrement qui n'intéresse personne, et ça prend ces 15 minutes pour pas grand-chose. Je parlerai d'autres rituels plus tard, mais il y a beaucoup de cérémonies qu'on va dérouler de façon, comme je l'ai dit, cosmétique. Alors, des fois, c'est par mimétisme, des fois parce que on m'a dit qu'il fallait le faire, ou Scrum le dit, par exemple. Alors, pourquoi ce sujet me tient à cœur ? Tout simplement parce que ça a été dit aussi ce matin, à la keynote, une transformation, quelle que soit la transformation, agile ou pas d'ailleurs, ça a un coût. C'est un investissement pour l'entreprise. Quand vous décidez de passer à l'agile ou quand vous décidez, de changer ne serait-ce qu'un outil, c'est un investissement. Alors l'investissement, c'est pas juste de l'argent, c'est du temps, c'est de l'effort de tout le monde. Quand on a mis sur la table cet investissement et on obtient zéro résultat, c'est frustrant. C'est frustrant pour l'entreprise, bien entendu, mais c'est frustrant encore plus pour les collaborateurs. Parce qu'ils ont passé de l'énergie sur un certain nombre de choses avec des promesses. Et malheureusement, ces promesses ne sont pas concrétisées. Et le résultat de tout ça, c'est la démotivation à tous les niveaux. Là, je ne parle pas que des collaborateurs. Les collaborateurs sont démotivés, le management est démotivé, la direction tout en haut est démotivée. On assiste de temps en temps à une espèce de valse des démarches. Il y a des organisations qui vont un coup faire du Kanban, un coup du Scrum, un coup du Scrumban. Même entre eux, ils savent plus ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, généralement, ils finissent avec Safe, parce que Safe, c'est le Graal. C'est une plaisanterie. Safe, c'est bien, il y a du bon et du mauvais dedans, mais c'est pas de cette manière-là qu'on va, opérer une transformation agile. Alors maintenant, comment reconnaître cet agile washing ? On a quelques symptômes qui sont très visibles. Honnêtement, il suffit de passer quelques heures au sein d'une équipe ou dans une organisation et ça se voit très rapidement. La première chose, d'ailleurs, les questions que je vous ai posées il y a quelques minutes en découlent. Au niveau de l'organisation, rien n'a changé. Tout est comme avant. On était cycle en V, voire même, en fait, je peux enlever le cycle en V. J'entends beaucoup de gens parler de cycle en V, mais très peu en font, en fait. Très peu connaissent le cycle en V. C'est juste une espèce d'abri qu'on va trouver quand on ne sait pas sur quelle démarche on est. Le plus souvent, on est en freestyle. Et c'est là la difficulté, au fait. À la limite, je vous dirais, choisissez une démarche et faites-la correctement. Mais le freestyle, franchement, c'est très difficile. À moins que vous ayez vraiment des cadors dans l'équipe, et là, ils vont tout réussir. Donc, on ne change rien de ce freestyle. Par contre, le petit coup de rouleau de peinture.
On voit souvent, par exemple, les métiers, ça devient product owner, ce qu'on appelait les MOA, maîtrise d'ouvrage. On va voir, par exemple, le chef de projet, il devient Scrum Master, merci. Et on va se répartir les rôles de cette manière-là. Et tellement les choses ne changent pas, typiquement, ce fameux chef de projet qui est devenu Scrum Master, il pilote tout, en fait. C'est lui, des fois, qui alimente le backlog ou qui décide des priorités du backlog. Et on se retrouve, par exemple, avec un PO, un Product Owner, qui est juste là pour la parade, pour gratter des user stories à longueur de journée et faire des tests à longueur de journée. Normalement, ce n'est pas tout à fait ça. Le Product Owner est responsable de son produit, de ses fonctionnalités, de ses priorités, de ses livraisons, etc., etc. La vision, pour moi, c'est l'essentiel. C'est là où ça pêche le plus souvent. Et honnêtement, même au sein d'organisations où l'agilité est vraiment bien installée, de temps en temps, on a des faiblesses sur ce côté vision. Alors, c'est quoi la vision? Tout simplement, dans une entreprise, on se doit, et limite c'est faute grave si on ne l'a pas, d'avoir ce qu'on appelle une vision stratégique de ce qui va venir à court terme, moyen terme. Bon, le long terme, peut-être, on ne va pas être très gourmand, mais à minima, court et moyen terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se doit d'avoir, grosse maille, on n'est pas dans le détail, les gros chantiers qu'on doit considérer dans les semaines et les mois à venir. À quoi ça va nous servir? Premièrement, ça va nous servir à ne pas partir tout azimut sur tout ce qui bouge dans l'entreprise. C'est-à-dire, imaginons on est dans une entreprise lambda et on a 6 chantiers qu'on doit traiter à court moyen terme. Par contre, je n'ai que 3 équipes dans ma structure. Est-ce que je dois lancer ces 6 chantiers en même temps? Non. Malheureusement, c'est ce qu'on voit dans les entreprises. J'ai oublié de vous poser une question tout à l'heure. Qui a de la parallélisation au sein de ces équipes? Parallélisation, ça veut dire une équipe qui travaille sur plusieurs sujets. J'enlève la maintenance, bien entendu, qui traite par exemple plusieurs projets en même temps. Là, ça pique un peu. Au fait, cette vision d'entreprise doit induire quoi? Doit permettre à l'entreprise de savoir, OK, j'ai 6 chantiers, mais parmi ces 6 chantiers, j'en ai priorisé 2 ou 3, par exemple. Et moi, mes équipes ne vont travailler à un instant T que sur ce qui est prioritaire. Si vos équipes, on a parlé ce matin de bande passante limitée, cette bande passante limitée, vous allez l'affecter à 6 projets en même temps. Donc tout va être livré très tardivement, avec toutes les difficultés qu'on connaît. Maintenant, imaginez que vos équipes mettent le focus sur les sujets importants uniquement, ça va être livré très rapidement, et après on switchera sur d'autres activités. D'accord? Donc cette vision stratégique, si vous ne l'avez pas, franchement, on se tire une balle dans le pied, et de ça va découler beaucoup de difficultés au sein de l'organisation. Et puis les cérémonies. Les cérémonies, je dirais, c'est la partie la plus visible. C'est-à-dire, on va dérouler, comme je l'ai dit tout à l'heure, un daily, une review, une rétrospective, etc. C'est creux à souhait. Il ne se passe pas grand-chose. On finit par en être conscient, tellement on en est conscient qu'on finit par abandonner les cérémonies. Ou on les fait quand on veut. Par exemple, on voit des équipes qui font plus de review, qui font plus de rétrospective, par exemple. Ces cérémonies, quand elles sont déroulées justement sans compréhension, sans sens, finissent, bien sûr, elles ne donnent pas de résultat. Et ça devient frustrant. On le verra un petit peu plus tard, vous aurez des équipes qui vont râler. J'entends souvent réunionnite dans l'agile. Vous avez raison. Enfin, non. Il y a des réunions, il y a des cérémonies. Mais ces cérémonies ont un but précis, un sens précis, des résultats attendus. Si vous ne les atteignez pas, c'est de la réunionnite, ça ne sert à rien. C'est du gaspillage et de la perte. Je fais un petit zoom sur l'organisation. J'ai dit tout à l'heure que tout fonctionne comme avant. On distribue les titres. Bizarrement, le fameux commandant contrôle n'a pas disparu. Tout le monde voit ce que c'est le commandant contrôle. C'est ce qu'on faisait avant. On a un pilote, le chef de projet. Je dénigre pas, j'étais chef de projet pendant une éternité et demie.
c'est une autre façon de faire les choses. Mais dans l'agile, on prône plutôt l'autonomie, l'auto-organisation des équipes. J'ai vu assez fréquemment, d'ailleurs, j'ai parlé tout à l'heure de chef de projet, le chef de projet, même dans une équipe agile, là on va un cran plus loin, on a un Scrum Master, on a un PO, on a des équipes, mais dans certaines organisations, on a un chef de projet au-dessus. La réponse, ou du moins la justification donnée, c'est tout simplement, on a besoin de quelqu'un qui soit responsable du projet. Alors, très bien, ce chef de projet est honorable, il fait bien son boulot, mais figurez-vous qu'avoir ce type de profil au sein d'une équipe agile, ça, comment dire, ça empêche, il y a un gros risque pour que l'équipe ne devienne pas autonome, auto-organisée comme on le souhaite. Parce qu'il y a toujours un filet de sécurité, le chef de projet, on s'est loupé, il arrangera le coup, d'accord? Et quand il est absent, ben on se débrouille. Les silos sont toujours là. J'ai parlé brièvement d'équipe cross-fonctionnelle tout à l'heure et j'ai expliqué en disant que c'est une équipe qui est autonome sur son produit. Elle ne va pas lever la main systématiquement pour chercher de l'aide sur un volet ou un autre. Quand on a encore des silos au sein de l'organisation, je le vois assez souvent, par exemple, on me dit les équipes travaillent, elles livrent, etc. Tout est scrumisé à souhait, tout fonctionne bien. Mais on me dit par contre, on va avoir une période de recette dans 6 mois. Alors, on pourrait avoir des tests complémentaires, je ne suis pas contre. Mais dire qu'on va faire une recette complète, c'est dangereux. Ça veut dire que j'ai des équipes qui vont travailler pendant N itérations, ou période de production si on est en Kanban. Ces équipes-là vont mesurer de l'avancement au fur et à mesure, comme on le ferait dans un cadre agile, mais par contre, dans 6 mois, j'ai une recette qui risque de casser un certain nombre de choses. Pour rappel, la recette agile se fait au fil de l'eau. Donc justement pour dérisquer, pour ne pas avoir ces périodes un peu difficiles, tendues, et où souvent on constate des plannings qui vont dériver, etc. Là, je parle de silos, oui, je parle de la recette, mais il n'y a pas que ça. J'ai vu des silos métiers, des silos infra, etc. On a encore un autre palier de l'agile washing, c'est que des fois, on n'est tellement pas imprégné de la démarche agile qu'on va garder comme roue de secours, sécurité, en fait, l'ancien monde. C'est-à-dire, j'ai vu des équipes, elles font, par exemple, si elles sont en Scrum, Release Planning, Sprint Planning, pardon, les daily, l'affinage, les reviews, les rétrospectives, et on va avoir un comité de pilotage, éventuellement un comité projet. Alors, quand on en est à ce point-là, franchement, on est dans du pur gaspillage, parce que les cérémonies agiles, si elles sont bien déroulées, elles couvrent tout le spectre. Rajouter, par exemple, allez, je vais parler de comité de pilotage, ça veut dire que déjà c'est une faiblesse dans l'organisation. Un comité de pilotage, il est à destination de qui? Les parties prenantes, la direction. Le plus souvent, ça veut dire qu'ils n'assistent pas à la review. D'accord? J'y reviendrai tout à l'heure sur la review. S'ils n'assistent pas à la review, on a loupé beaucoup de choses. Du feedback assez régulier, rapide, etc. D'accord? Sans parler de la perte sèche qui est un certain nombre d'heures pour préparer et pour présenter ce comité. Finalement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un manque de cohésion et de responsabilisation. Normalement, je suis PO, je suis responsable de mon produit. Je suis Scrum Master, je suis responsable, entre guillemets, du bon fonctionnement de mon équipe et de son amélioration et de son autonomie. Et comme je l'ai dit, tout ça finit par beaucoup de gaspillage. Si maintenant je regarde la vision dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé de manque de vision ou pas de vision complètement. Le premier point, c'est le manque d'anticipation. Vous avez certainement ce qu'on appelle des urgences dans vos entreprises, au sein de vos équipes. Je ne sais pas si vous le savez, mais une grande majorité de ces urgences, c'est des choses qu'on n'a pas su capter assez tôt.
Je vous raconte une petite histoire. J'ai mon équipe aujourd'hui qui est en train de travailler sur un sujet. Et lors d'un point avec des parties prenantes, la direction, ils nous disent il faut faire ceci, un autre sujet, c'est urgent, c'est primordial. Donc mon équipe pose le crayon sur le premier sujet, passe au deuxième. Et ainsi de suite. Ça peut se répéter une fois. Bien entendu, de temps en temps, il y a des urgences, des vraies urgences. Mais beaucoup d'urgences, c'est qu'on ne les a pas vues ou on n'a pas fait le nécessaire pour les voir. J'ai commencé tout à l'heure par vous dire une vision stratégique, c'est d'identifier l'ensemble des éléments qui sont autour de vous, qui vont être traités dans le court et le moyen terme. Franchement, si on fait ce travail, les urgences, vous en aurez toujours, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Ça nous amène à quoi tout ça? Trop de sujets en même temps. Tout est prioritaire. Manque de focus. J'ai parlé du focus tout à l'heure, c'est-à-dire les équipes, tout azimut, essayent de traiter beaucoup de choses. Juste sur cette histoire de focus, parce que je ne sais pas si tout le monde est familier, cette salle, imaginons que pour la peindre, il faut une journée. D'accord? Je prends la métaphore de la peinture par rapport à la peinture de la façade. Imaginons qu'on a 5 salles comme celle-ci à peindre dans le bâtiment. J'ai un peintre qui va peindre ces salles-là. Avoir une vision et des priorités, c'est de dire cette salle est la plus importante, c'est celle qu'on utilise le plus. Donc mon peintre, il va arriver le matin, le soir, elle est prête. Elle est livrée, elle est disponible, on peut l'utiliser. D'accord? Demain, il passera sur une autre salle pour la peindre, et ainsi de suite, selon les priorités. Qu'est-ce que c'est que le manque de focus? Tout est prioritaire. Je viens lundi matin, je pose mes seaux, je mets un peu des bâches, etc. Je peins un mur et je pars dans la deuxième salle. Je vous mobilise le quorum pendant une semaine. Rien n'est fini, rien n'est livré. Il faut attendre une semaine, avec tout le stress et les tensions que ça va engendrer. Le focus, c'est ça. On est sur ce qui est prioritaire jusqu'à le livrer. Bien sûr, il y aura des pressions, il y aura des retards. Pression et retard nous amènent à ce qu'on appelle de la dette technique et puis de l'insatisfaction. C'est un cercle vicieux. Plus vous avez de retard, plus vous avez de pression. Plus les équipes vont être amenées à injecter de la dette technique. La dette technique génère de l'effort qui n'était pas nécessaire au départ, et ainsi de suite. Tout ça finit par démotiver tout le monde. Ça finit par amener des tensions et le turnover, le fameux turnover. Dans vos équipes, le turnover, ça va? Je ne ferai pas de sondage. Les cérémonies. Déroulées sans sens, sans compréhension. Le plus souvent, comme je l'ai dit, par mimétisme. Les objectifs ne sont pas compris et du coup, ils ne sont pas atteints. Faites l'exercice chez vous. Faites le test. Demandez à quoi sert un daily, par exemple. À quoi sert une review? Vous verrez que souvent, on est à côté. Ou juste filmer un daily. Vous allez voir, il y aurait beaucoup à dire. Les collaborateurs finissent par dire « ça ne sert à rien ». Si j'assiste à une cérémonie, même si c'est 15 minutes ou 1 heure, et on tourne en rond, il ne se passe pas grand-chose, on sort sans résultat, au bout de 3 fois, on va dire que ça ne sert à rien. Et on va finir par les abandonner. La planification. Alors, les cérémonies de planification, il y en a plein, selon qu'on est, si on est Scrum, Kanban, etc. Mais pas, on va appeler ça planification. C'est le moment où on va essayer de planifier un contenu qu'on va traiter sur une période. Ça commence là aussi par la vision. La vision n'est pas claire, donc on n'a pas eu des choses déjà préparées, des priorités bien installées. L'équipe découvre le contenu le plus souvent au moment de la planification. Pour complexifier encore les choses, tout n'est pas simple dans les travaux que les équipes vont faire. Il y a des choses complexes, il y a des choses risquées. Il est fortement conseillé dans ce cas-là de les instruire avant
On a le moyen de le faire. On a ce qu'on appelle de l'affinage de backlog, on peut faire ce qu'on appelle des stories d'études ou des spikes, etc. C'est-à-dire anticiper un sujet pour aller le creuser, pour vérifier qu'il n'y a pas de risque de difficulté. Ben, on n'a pas eu le temps de faire tout ça. Donc on se retrouve avec des choses qu'on ne connaît pas très bien. Et en plus, pour couronner le tout, on va leur accorder très peu de temps. Est-ce que vous saviez, je vais parler Scrum, est-ce que vous savez quelle est la règle en termes de durée d'un sprint planning? Bon, les coachs, vous dites rien. Pardon? En fait, je ne vous entends pas d'ici. 4 heures pour 3 semaines. Ça va, t'es pas loin. En fait, la règle, vous êtes assis, c'est bien, c'est 2 heures par semaine de sprint. Alors ça paraît beaucoup. C'est une time box. Si vous avez bien préparé, vous avez fini plus tôt, tant mieux. Par contre, tant que vous n'avez pas atteint les objectifs, c'est compliqué de dire que mon sprint planning est fini. J'ai déjà vu, et encore 4 heures, franchement, c'est honorable. J'ai vu des équipes qui me disent on a un sprint de 3 semaines et on fait 3/4 d'heure de sprint planning. Bon courage. Si on ne comprend pas, si on n'a pas analysé le besoin, ben tout simplement, ça va être difficile d'estimer, de planifier. Ça va être vraiment très difficile. Et donc, l'engagement va être vraiment faible, ou du moins ne va pas être respecté. Le daily, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je vais aller rapidement. Le plus souvent, c'est un reporting. Reporting à une autorité, Scrum Master ou PO. Je ne sais pas si vous le savez, le Scrum Master et le PO n'ont pas à être présents systématiquement. Ils ne sont pas obligés d'être là tout le temps. Donc, le daily, c'est pour l'équipe. Mais malheureusement, on s'est habitué à faire ce reporting, c'est-à-dire on est au garde. Il y a même, j'ai vu des équipes qui me disent, quand je vais au daily, j'ai l'impression d'être en garde à vue. Donc, pas de synchronisation ni entraide, pas de... Ah oui, le WIP s'envole. Le WIP, c'est ce qui est ouvert. Là aussi, j'ai une équipe, alors c'est assez marrant. Je ne citerai pas de nom, hein, donc ça devrait aller. J'ai une équipe chez un éditeur, un petit éditeur. Le premier jour de leur sprint, tout le sprint est ouvert. Le premier jour. À partir du 3e ou du 4e jour, ils n'ont rien fini. Bien sûr, c'est évident, on est au début. Mais ils demandent des US supplémentaires. Ah, la règle dans l'agile, c'est le WIP, il faut qu'il soit le plus petit possible. On traite un sujet, on le livre, on le teste, on le valide, on passe au suivant, etc., etc. Pas de mesure d'avancement non plus, pas de projection sur l'engagement qu'on a pris en planification. Manque de transparence. Des fois, j'assiste à certains dailies, j'entends des phrases du style oui, tout va bien. Je suis dans un avancement nominal. Pas de difficulté. Honnêtement, c'est pas un daily, ça. Un daily, c'est pas, encore une fois, pas du reporting, mais je dois partager avec mes collègues ce que je suis en train de faire. Si j'ai avancé, il peut y avoir une dépendance avec un de mes collègues, je dois lui livrer quelque chose, donc je dois un petit peu lui donner la tendance. Ben, si on ne fait pas attention au daily, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 15 minutes de perdu. C'est 15 minutes par jour de perdu. Et là aussi, on va arriver à une usure de l'équipe qui va finir par abandonner. Vous avez certainement, au sein de vos équipes, entendu le daily tous les jours, c'est beaucoup. Il faudrait peut-être qu'on le fasse une fois par semaine, une fois tous les 3 jours. Ben, ça vient de là, tout simplement. Et c'est normal, c'est pas efficace, donc on n'a pas envie de le dérouler. La review, des fois pas déroulée. Bon, peut-être que là aussi vous allez vous reconnaître. On a un sprint de 3 semaines, mais on ne fait pas de review pour plein de bonnes raisons, bien entendu. Des fois, il y a un problème de casting, et ça, c'est plus grave. Les parties prenantes, tout le monde voit qui c'est? Les représentants de nos clients, internes ou externes. Ben, des fois, ils ne sont pas là, en fait. Ce n'est pas qu'ils sont absents, c'est qu'on n'a même pas pris le soin de les identifier, de les inviter. Et je me retrouve avec une équipe qui montre le produit, l'incrément, à son PO, qui est censé le connaître par cœur.
Pour rappel, la review, je montre l'incrément à ceux qui ont demandé de faire ce travail-là et j'attends leur retour, leur feedback. D'accord ? Manque de transparence. Alors, le plus souvent, on va faire le focus sur des indicateurs limites. J'ai mis vélocité entre guillemets. La vélocité, c'est une mesure de cadence, pas de performance. Une équipe qui fait 27, je peux en faire des champions. Le lendemain, il fera en 270. Il suffit de tout multiplier par 10, bien entendu. C'est une blague. En faisant 270, ils ne produisent pas plus. C'est juste qu'ils ont, on va dire, falsifié les comptes. Donc il ne faut pas trop faire le focus sur cette vélocité. Elle permet d'avoir la cadence, le rythme, etc. Elle facilite la planification, mais ça ne montre en rien ce que produit réellement l'équipe. Alors, là aussi, c'est gênant. La démo, la partie démo de la review est très faible ou inexistante. J'ai vu des reviews PowerPoint, full PowerPoint. On a un produit, mais on ne le montre pas. Très difficile d'obtenir du feedback dans ce cas-là. Donc, le résultat de tout ça, c'est vision pas très claire et faible feedback. Si vous n'avez pas le bon casting et si vous ne montrez pas, il n'y a pas de feedback. La rétrospective, là aussi, elle peut être inexistante ou très peu efficace. Pas ou peu de réelles actions. Là aussi, un manque de suivi, c'est-à-dire même si on a identifié des actions, on les a enregistrées, on va passer outre, on ne va pas les regarder, on ne va pas les voir. Là aussi, il y a beaucoup de frustration. J'ai entendu beaucoup d'équipes qui disent « Ouais, de toute façon, ça ne sert à rien de faire la rétro cette fois-ci, on a déjà les problèmes de la dernière fois. » Et donc, du coup, pas d'amélioration in fine. Alors, qu'est-ce qui nous amène à ça, au fait? Alors, il y a plein de sujets. Et ce n'est pas exhaustif. Il y a l'effet de mode. Bon, il faut faire de l'agile. Il y a des fois l'agile qui est poussé de façon top-down. C'est une décision non concertée. Vous allez être agile demain. Ça ne marche pas du tout. Il y a la peur du perte de contrôle. Donc, du coup, on essaie de mettre des garde-fous comme on le faisait avant. Point essentiel. Si le management n'est pas convaincu et s'il ne soutient pas la démarche, ça ne se fera pas. Franchement, ça ne se fera pas. Copier sans comprendre. J'ai vu faire, donc je vais essayer de faire pareil. Je vais copier par mimétisme. Manque de formation. Je reviendrai sur la notion de formation tout à l'heure. Pas de sensibilisation en dehors de l'équipe. On forme les équipes, mais on pense qu'il n'y a que les équipes qui doivent faire de l'agile. Faux. J'ai beaucoup insisté sur la vision stratégique, et la vision stratégique, elle ne vient pas de l'équipe, elle vient de la direction, et ça doit être fait de manière agile. Équipe non auto-organisée. C'est-à-dire, elle n'est pas autonome. On est toujours dans le commande en contrôle, donc elle ne devient pas autonome. Et on finit par le fameux « on a déjà essayé et ça ne marche pas ». Il y a beaucoup d'organisations, ils ont essayé maintes fois. Et quand on vient les voir pour « ah non, mais c'est bon, on a déjà fait ». Et ça ne marche pas. Et ça, c'est assez bloquant dans un premier temps. Les conséquences de tout ça, on a la frustration des équipes, de l'organisation. On a de la désillusion, on a investi et on finit par dire l'agile ne marche pas. Perte de crédibilité, notamment du commanditaire. Généralement, il part avec l'eau du bain. Celui qui a poussé l'agilité, et si ça ne marche pas, franchement, sa vie dans l'entreprise devient relativement difficile. On revient en arrière à ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire le freestyle. Perte de confiance des collaborateurs. Ils ont testé maintes fois, ça ne marche pas. Il y a un peu d'usure, voire beaucoup d'usure. Le mot agile devient péjoratif. Vous avez certainement, je ne sais pas, quelqu'un ce matin a dit l'agile is dead, et surtout il ne faut pas dire le mot agile, etc. En fait, je finirai par dire l'agile n'y est pour rien. C'est la façon dont on l'a mis en place, dont on a essayé de le déployer, de le maintenir, etc., qui est à revoir. Et tout ça finit malheureusement par du turnover. Vous perdez des talents que vous avez pris le soin de former, etc., etc. Alors, comment l'éviter? Former.
les acteurs, mais formez-les sérieusement, hein, pas on fait une espèce d'encyclopédie agile. Les former avec beaucoup de pratiques, avec beaucoup d'ateliers. J'ai mis un petit warning là-dessus parce que quand vous essayez d'attaquer cette partie-là, on vous dit « mais non, on a déjà eu plein de formations ». Et c'est vrai. Mais quand on creuse, au fait, rien n'a été mis en place, peut-être compris. Donc là aussi, il faut être pragmatique. N'essayez pas de dérouler des formations à la Prévert, mais essayez plutôt d'être, comment dire, plus pointu que ça. J'ose pas utiliser le terme chirurgical. Proposez plutôt des modules peut-être courts, mais qui vont cibler un profil en particulier, une montée en compétences en particulier. Travailler la vision stratégique, j'en ai parlé tout à l'heure. Et là, il faut mobiliser le management, les métiers, etc. Travailler aussi sur la transparence et le feedback. On favorise la communication, c'est-à-dire on a une liberté de parole dans les cérémonies, on annonce les choses, on n'a pas des choses cachées, etc. Et aussi recueillir le feedback. Le feedback de la part de la source principale, à savoir les parties prenantes. Même en faisant tout ça, on n'est pas parfait. Le filet de sécurité qui va nous aider, c'est l'amélioration continue. Il faut qu'elle soit installée au sein de l'entreprise. On va faire des choses, on va avoir des succès, mais on va faire des boulettes. C'est pas grave. Alors, si on ne fait pas trop de boulettes, bien entendu. Mais s'il y a de temps en temps quelques erreurs, on les rectifie, on les corrige, et on s'améliore au fur et à mesure. Un exemple de réussite. Je n'ai pas cité le nom de l'entreprise parce que je n'ai pas eu l'autorisation. On est parti d'une situation initiale eux, ils appelaient ça bullshit. Mais tout simplement, on est dans de l'agile washing pur et dur. On a commencé par ce qu'on appelle un diagnostic, c'est-à-dire essayer de voir, parce qu'on ne peut pas venir et dire ce que vous faites est nul, on va vous apprendre la vie. Ça ne marche pas de cette manière-là. Mais on essaie plutôt d'identifier ce qui marche, ce qui ne marche pas, là où ils ont des difficultés. On travaille sur l'aspect stratégique. Et c'est là où on va former les équipiers, on va former ou sensibiliser le management, et on va les orienter valeur. On essaie plutôt de s'orienter sur des indicateurs de production de valeur plutôt que des métriques style vélocité ou autre. Au bout de quelques mois, le résultat, en fait, l'objectif au départ, parce qu'il faut quand même un objectif avant de lancer tout ça, c'est qu'il y avait de l'insatisfaction de leurs clients internes et beaucoup de turnover. Au bout de 18 mois, plus de 30%, les chiffres viennent de 1, plus de 30% de satisfaction en plus, et le turnover a baissé de 15%, ce qui est quand même intéressant. Fort de ce résultat, en fait, la preuve n'était plus à faire par les agilistes ou par ceux qui ne veulent pas l'agile. En fait, il y a des résultats. Et quand il y a des résultats, par capillarité, ça se répand. C'est-à-dire, on n'a plus de doute, est-ce que l'agilité va être efficace ou pas? On sait que c'est efficace. Et donc, on va essayer de la maintenir. Et là, le rôle du management est vraiment crucial pour avoir vraiment un changement durable qui s'installe. Autrement, de temps en temps, on constate ce qu'on appelle un retour en arrière ou un soufflet qui tombe. Juste pour finir, attention à la posture. J'ai parlé tout à l'heure de fait de trop critiquer ou être condescendant. Là, je parle de ceux qui vont accompagner cette démarche-là. Le raisonnement est toujours, ce que vous faites est pas mal, on va cibler des axes d'amélioration, point. Si j'arrive avec mes gros sabots et je dis vous êtes nuls, vous êtes déboulés, vous ne savez pas faire, etc., je vais vous apprendre la vie, je force un peu le trait, hein, personne ne fait ça bien entendu, quoique, ben, ça n'aide pas. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est expliquer, réexpliquer, parce que des fois, ça ne passe pas du premier coup. Pas parce que les gens ne sont pas intelligents. Tout simplement, il faut des preuves. Et bizarrement, figurez-vous, ça c'est une remarque que je me suis faite depuis pas mal d'années, vous expliquez l'agile à quelqu'un qui sort de l'école, il boit vos paroles et il va tout faire.
Vous expliquez l'agile à un directeur de projet chevronné, ben lui, il va vous challenger, il va vous questionner, il faut le convaincre. Et on revient à la notion de culture qu'on a évoquée ce matin. Et bien entendu, il faut accompagner ces acteurs, bien sûr, jusqu'à leur autonomie, en prenant le soin d'avoir des relais internes qui vont faire perdurer tout ça. Je viens de parler de culture. Et quand on parle de culture, on parle de résistance au changement. On est tous résistants au changement. Si je vous demande si je vous change un de vos outils, là maintenant, vous allez râler. Enfin, plus ou moins. Si je vous demande de changer de méthode de travail, pareil, c'est pas confortable au fait. Donc, dire qu'on va changer de culture à une population donnée, pour moi, c'est un vœu pieux. Ce qu'on peut faire, c'est les amener petit à petit vers une transformation. Là, le changement de culture va se retrouver au bout, au fait. Si je vous propose un changement maintenant, certains vont l'accepter, d'autres moyennement, d'autres pas. Par contre, si on y va ensemble, et si notre route, le chemin qu'on va parcourir est jalonné d'un certain nombre de succès, j'aurai beaucoup plus d'adhésion. D'accord ? Si c'est un fiasco, ben bien sûr, ce sont les réfractaires qui vont gagner. En fait, voyez ça comme on a une population avec un ratio de gens qui vont vouloir adopter rapidement, un ratio de personnes qui sont mitigées et un ratio de personnes qui ne veulent pas y aller. La démarche d'accompagnement devrait nous permettre d'augmenter le ratio de personnes favorables, c'est-à-dire gagner du terrain en rassurant ceux qui sont mitigés et en essayant de convaincre ceux qui freinent un petit peu. Ce n'est pas grave si on ne veut pas y aller sur un changement. J'aurais peut-être commencé par vous dire ça. Quand j'ai commencé l'agile il y a une éternité maintenant, j'ai pas adhéré. J'étais réfractaire. Maintenant, je suis, comment on dit déjà chez les mafieux ? Hein ? Ah, repenti, oui, voilà. Donc, tout ça pour dire qu'on peut effectivement être un petit peu réfractaire sur un sujet, mais si on est soutenu, si on est aidé, et si on arrive à obtenir des résultats, ben, tout se passe plutôt bien. Merci de m'avoir écouté, et si vous avez des questions, ben, je suis à vous. Alors, une question. Vous avez parlé dans une de vos slides là des formations. Et du coup, vous avez dit formation des équipes et formation du management. Et si le management ne veut pas être formé ? Parce qu'ils connaissent déjà l'agilité, en fait. Alors, je me permets de raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques mois. J'ai été contacté... En fait, non. L'Agile Tour de l'année dernière. Au SmartView, donc je fais partie de SmartView, on a fait gagner des demi-journées de conseils, Agile ou autres. Et j'ai un petit éditeur qui a gagné, je peux en parler parce qu'ils ne sont pas là, qui a gagné une demi-journée. Je suis allé chez eux et j'ai été bien accueilli. En fait, non. En fait, j'ai pris quelques balles perdues. Et grosso modo, ils étaient en fait 3 dans l'équipe de développement, le PO et le directeur. Déjà autour de table, j'étais habillé pour l'hiver et ça a été compliqué en fait. Ils connaissaient déjà l'agile. Je leur ai posé la question, vous faites travailler comment, sur quelle démarche ? Sur les 3, j'ai eu Scrum, Kanban, Scrumban.
J'ai posé quelques questions assez rapidement. Ils ne font pas de review, ils ne font pas de rétrospective. Le daily, oui, on se synchronise tout le temps, on n'a pas besoin. Donc assez rapidement, effectivement, j'ai vu qu'il n'y avait pas un réel respect de quoi que ce soit. Je leur ai proposé une démarche, et dans cette démarche, on commençait par ce qu'on appelle un alignement. Ok, vous connaissez l'agile, on va faire une séance courte, on fait un alignement. Cet alignement, c'est vous entendez la même chose que le PO, que le développeur, que le directeur. Vous posez vos questions et vous avez les réponses pour tout le monde. Et j'ai le directeur qui, déjà au départ, il n'a pas voulu. Non, les développeurs n'ont pas voulu de la formation parce que bien sûr, ils connaissaient l'agile parfaitement. Et le directeur ne souhaitait pas venir parce qu'il a autre chose à faire. Bon, c'est un petit éditeur, pour nous, c'est une affaire qui n'est pas mirobolante, donc je n'allais pas m'aplatir complètement devant cette mission. Donc ce que je leur ai dit, c'est je peux même vous offrir cet alignement si vous voulez, mais je ne peux pas vous accompagner si on n'a pas cet alignement. Et il faut que le directeur soit présent. Bon, je vous la fais courte. On a fait ça. Ils ont payé, hein, c'était pas offert. Et le directeur, au déjeuner, on a déjeuné ensemble, il me dit « t'as bien fait d'insister et d'être lourd sur le sujet ». C'est notre rôle aussi de tenir le cap, en fait. Si on s'assoit sur un certain nombre de convictions et de principes, ça n'aide pas les autres. Donc il faut qu'ils viennent. Il faut insister. D'autres questions ? Merci beaucoup.